Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets, un disque qu'il n'aurait pas emporté, un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Christophe, merci de faire ce podcast avec nous. Bonsoir Émeraude. Bienvenue dans le sac à disque. Merci de m'inviter. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? Je mixe parce que je pense que c'est la bonne manière pour apporter la musique électronique au public. Par opposition au concert traditionnel, même par opposition au live électronique. Même si j'en ai beaucoup fait, je trouve que la méthode la plus adaptée pour apporter cette nouvelle musique au public, c'est le DJing. Mais je ne suis pas DJ à la base. Je suis musicien. Musicien, il y a une infinité de façons d'être musicien. Et moi, mon truc, c'est de composer et de produire de la musique. Produire au sens anglo-saxon, c'est en bon français, on dit réalisation artistique. Voilà, donc ma vocation, c'est de partir du silence et d'arriver à un morceau terminé, enregistré, mixé, etc. Oui, parce que mixer n'est pas du tout ton activité principale, finalement. Pendant longtemps, c'était même... ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et c'est juste parce qu'un jour, on m'a demandé de le faire que j'ai testé et que je me suis aperçu que c'était super, c'était chouette et que c'était mieux que les concerts pour apporter justement ce genre de musique-là, de nouvelle musique. À l'époque, c'était une nouvelle musique pour l'apporter au public. Ça remonte à quand la première fois que t'as mixé ? C'était, je crois, en 1996 ou 1997, donc ça faisait longtemps que je faisais de la musique, j'avais déjà sorti plein de disques, j'avais déjà plusieurs projets en cours, et c'était d'ailleurs pour le projet The Micronauts, mon projet principal, et c'était avec Georges Issakidis qui à l'époque était dans le groupe. On a joué, ça devait être à l'hôpital éphémère, et on s'est contenté de jouer nos disques qu'on avait fait, quoi. Qu'on avait produit ensemble, qui étaient des morceaux très longs, etc. Et puis en fait, ça a marché. Moi, vraiment, j'étais le premier surpris. Incroyable. On joue notre musique et les gens, ils aiment. Et voilà, c'était le début du DJing pour moi. L'intérêt du DJing, justement, par opposition au live, c'est que on n'est pas obligé d'écouter tout le temps ces morceaux et de les refaire à l'infini. J'ai fait une tournée en Angleterre
Angleterre avec un autre de mes projets, Impulsion. Et pendant 2 mois, il a fallu tous les soirs refaire les morceaux, même si c'était en live. C'est juste un moment, j'en pouvais plus. Et l'avantage du DJing, c'est que t'es pas obligé de jouer justement ta propre musique. Tu peux jouer la musique des autres et tu peux jouer les nouveautés, etc. Et des morceaux différents à chaque fois. C'est fou ça, de jouer ses propres disques. Quand t'es musicien et que tu interagis avec un instrument de musique, tu joues des sons. Et quand t'es DJ, en fait, tu joues des métasons. C'est-à-dire que des sons composés d'autres sons. Et c'est, selon moi, juste une évolution de la musique permise par la technologie. La musique est devenue technologique à partir du moment où on a pu l'enregistrer. Et à tel point que Brian Eno considère, et je suis d'accord avec lui, que finalement, la musique enregistrée, c'est une nouvelle forme d'art par rapport à la musique live, exactement comme le cinéma, c'est une nouvelle forme d'art par rapport au théâtre. C'est apparu très tôt chez moi, à 4 ans. À 4 ans, mes parents habitaient dans la banlieue ouvrière, on disait la banlieue rouge, c'est parce que le maire était communiste. Il se trouve qu'en plus, ma mère, elle est huguenote, c'est-à-dire protestante française. Et c'est des gens qui survalorisent la culture. C'est-à-dire, pour eux, quel que soit le niveau social, et même si on est pauvre, la culture, c'est prioritaire. C'est vraiment ce qui permet de s'extraire justement de sa condition. C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques ? Il se trouve que, à la maternelle, notre maîtresse nous fait écouter, alors que j'ai 4 ans, L'Oiseau de feu de Stravinsky. Et pour moi, c'est mon premier choc esthétique. Voilà. C'est juste que ça a été un choc. Et à partir de ce moment-là, la musique est devenue une obsession. Je considère que c'est une vocation, en fait. Une fois que j'ai ce choc esthétique, donc je fouille dans la discothèque de mes parents, ça c'est la première étape. Puis après, c'est les potes. Assez rapidement, je demande à mes parents de m'acheter des disques. Et c'est en fonction de ce que je découvre, soit via les potes, soit à la télé ou à la radio. Et est-ce que tu te rappelles du premier disque que t'as acheté ? Alors le premier, ce que je demande à mes parents d'acheter, en fait, je me doutais que tu allais me poser cette question et en fait, j'arrive pas à me souvenir. Donc du coup, il y a 3 albums que je vais être obligé de citer et je ne sais pas c'était lequel le premier. Il y en a un, c'était Kraftwerk. J'y peux rien, de Man Machine. Le morceau The Robot était le générique d'une émission de télé. J'étais fan de science-fiction quand j'étais ado. Ça doit être 77, ça, donc je devais avoir 11 ans. Kraftwerk, ça t'est venu par la télé ? C'était une musique très synthétique, donc pour moi c'était futuriste en fait. Et puis, je crois que je demande à mes parents de m'acheter le premier album de Trust. Police, milice organisée. Police, milice prête à tirer. Police, milice, tout est factice. C'est le genre de musique qu'on écoutait en banlieue, tu vois, du heavy metal, puis après du punk. Et Edith Nylon. Un groupe de New Wave qui me semblait assez futuriste aussi, par certains côtés. Je suis la femme bionique, artère antistatique, perruque de nylon, utérus en déplomb, sa complet silicone, lèvres glacées de chrome, mieux d'acier trempé, tranché stérilisé.
plus la musique classique. Et donc principalement, en fait, moi ce que j'aime, c'est la musique classique post-1850, donc la musique russe, Moussorgsky, puis après Stravinsky, Ravel, Debussy et la musique moderne. Voilà, c'est vraiment ça. La musique plus ancienne, ça me fait chier en fait. J'enchaîne, donc je fais des groupes, forcément, quand t'es banlieusard, que t'aimes la musique, tu fais des groupes de rock qui ne vont jamais très loin. Je crois que j'achète ma première boîte à rythme d'occasion à un pote, il se trouve que c'est une TR 606. Mes parents m'envoient en voyage linguistique l'été 82 aux États-Unis. C'est l'été où sort Planet Rock de Afrika Bambaataa. Énorme claque. Dans un mall, le morceau passe sur la sono. J'arrête une personne noire, un adulte, et je lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai écrit sur un papier, puis après je suis allé dans un magasin de disques, je leur ai dit « Je veux ça ». Je rentre de vacances et c'est là où arrive en Europe Grand Master Flash. Donc c'est l'explosion hip-hop électronique. J'adore parce que c'est électronique et donc futuriste. Et puis il y a la New Wave. J'ai écouté énormément de New Wave, New Order évidemment. Plutôt la musique qui évolue comme ça assez naturellement. Moi, je découvre les trucs un peu dans le désordre et ce n'est qu'après coup que j'ai compris en fait quel était le rapport. En réalité, c'est l'électro-funk. Juan Atkins, donc un des parrains de la techno, un des inventeurs de la techno, il commence en faisant de l'électro-funk. Ready, 1, 2, 3, 4. Donc c'est de la musique qu'il écoutait et c'est les mêmes instruments, etc. En fac d'art, j'ai quand même pendant 1 an comme prof Yanis Xenakis. C'est quand même de la folie. C'est en fac d'art où d'ailleurs je forme un groupe, un duo de pop synthétique avec Christophe Comte qui deviendra plus tard un journaliste aux Inrecuptibles. Olga Volga. Olga Volga, voilà, c'était très l'ambiance new wave. Donc pas seulement électro, il y a la new wave aussi, la pop et le rock. Et puis aussi la musique noire américaine. Il n'y a pas que le hip-hop, j'aime vraiment la disco, j'aime le funk, le R&B, la soul, le jazz. Que je découvre juste un peu plus tard finalement parce que dans la banlieue, c'était vraiment très rock. Bon, mes parents, ils déménagent de banlieue, ils vont s'installer Cité des Olympiades dans le 13e. Et là, c'est un énorme ensemble avec des bars, des tours et tout. Et en fait, comme il y a beaucoup de gens concentrés dans un petit endroit, c'est le premier endroit de Paris qui est câblé. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de chaînes sur le câble, à part les chaînes hertziennes. Mais il y en a une quand même vachement importante, c'est MTV. Call your cable company and say I want my MTV! 24 hours a day on cable TV. Too much is never enough. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. MTV, pas Amérique, c'est MTV Angleterre. Il faut bien comprendre qu'en fait, le Royaume-Uni, depuis les années 60, c'est un peu le phare en Europe pour tout ce qui est culture pop. C'est eux les plus ouverts, c'est la scène la plus dynamique. Et là, dès 87, en fait, c'est les premiers clips de House. Fin 87, c'est Mars qui passe en boucle sur MTV. À nouveau, grosse claque, c'est quoi cette musique ? Puis l'année suivante, en 88, avec un pote, avec qui d'ailleurs j'ai fait un groupe plus tard, Pascal R, avec qui je fais Impulsion, on va à la Fnac au rayon import et on en a entendu parler évidemment, et on voit un double album compilation marqué Acid Tracks volume 2. On l'achète. On rentre chez moi et on met les disques sur la platine. Et là,
encore un autre choc, je crois que c'est mon deuxième plus gros choc esthétique, c'est en fait on entend de l'acid house. Donc pour la première fois on entend de l'acide, et franchement c'était un son, mais enfin jamais on avait entendu ça quoi. Je trouvais que c'était le mélange parfait entre la puissance des machines, avec les boîtes à rythme et tout ça que je recherchais déjà et que je trouvais un peu dans la new wave, le groove de la musique black et le côté abstrait de la musique moderne ou contemporaine. Je trouvais que c'était vraiment le parfait mélange de tout ça. Donc, gros choc musical. Ouais. Je me suis dit, ok, le rock est mort. Je suis désolé. Il est décédé à ce moment où l'acide arrive, et ensuite la techno, et voilà. T'as fait un morceau Rock That House Music où t'as réussi à mettre dans le même titre Rock et House Music quand même. En réalité, pour moi, il n'y a pas d'opposition, c'est juste la suite logique. Ce que j'ai retenu du rock, c'est une espèce d'éthique de la rébellion et de l'authenticité. Je retrouvais tout ça dans la house, la techno et le garage d'ailleurs, ne pas oublier le garage. Je retrouvais tout ça, simplement il fallait choisir les bons disques et les bons producteurs et les bons artistes. Évidemment, il y avait plein de merde commerciale, enfin il y en a toujours, voilà, mais c'est tous les styles pareils. J'ai lu quelque part ta rencontre avec le label Phono à Londres. Tu peux nous raconter ? Au début des années 90, je produis de la musique et mon positionnement, c'est pas d'imiter en fait. Ça m'intéresse pas du tout de faire comme les gars de Chicago, de faire comme les gars de Détroit. Je veux faire un truc personnel et en plus qui soit authentique. Et donc ça veut dire, je veux pas me prendre pour quelqu'un qui est né ailleurs que là où je suis né, avec des influences qui sont différentes de celles que j'ai moi. Donc j'ai toujours voulu faire quelque chose de personnel. Donc je produis des morceaux, je les propose à des labels en France. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, il n'y en a qu'un à l'époque. Et évidemment, je me le fais têche à la gueule. Et en fait, ça a été un peu récurrent dans les années 90. En fait, à chaque fois que j'apportais des morceaux à des labels français, en fait, ils n'en voulaient pas. En même temps, on allait souvent en Angleterre pour faire la teuf et pour choper les disques. Aujourd'hui, il n'y a plus le problème de trouver de la musique à l'autre bout du monde. C'est pas la peine d'y aller. On l'a par Internet, mais à l'époque, il fallait un peu quand même y aller. Surtout pour les imports rares. Enfin, on trouvait quand même plein de trucs à Paris, hein, soyons clairs. Et donc un jour, j'avais préparé genre une vingtaine de cassettes avec mes maquettes. Et puis, je vais 15 jours à Londres avec des numéros de téléphone. J'avais pas mal de contacts parce que j'avais cofondé un fanzine qui s'appelle Eden, qui est le premier fanzine qui parle de house et de techno en France. Donc, avec tous ces contacts, j'y vais, puis je passe des coups de fil. Tu vois, je me mets dans des cabines. On n'avait pas de téléphone portable à l'époque, donc c'était dans les cabines. Je passe des coups de fil, et là, les gars, ils décrochent, ils disent « bah, passe ». Bon, la plupart des gars, ça les intéresse pas, mais je repars avec plein de disques, parce qu'ils me filent leur promo, et puis quand même, je tombe sur un gars qui veut me signer. C'est comme ça que j'ai sorti mon premier disque en Angleterre, c'était un disque en solo, donc qui s'appelait Nature. Puis à partir de là, donc je prends un peu confiance. L'étape suivante, ça a été d'envoyer des cassettes, donc c'était Impulsion, et j'envoie à Brighton. Et là, il y a le label Loaded qui dit « ok, on vous signe, on sort des trucs ». Et puis le premier disque de The Micronauts, c'est Loaded qui l'a sorti, mais on l'avait envoyé donc en effet à un label qui s'appelait Clear, qui était un label un peu electronica expérimental. Aucune nouvelle.
Et puis quelques mois après, on reçoit un coup de fil d'un mec de Londres qui faisait un label, qu'il appelait Phono. Il dit voilà, en fait, je suis pote avec le DA de Clear, et un soir, pour déconner, on parle des maquettes qu'on reçoit, et je lui demande c'est quoi le truc le plus horrible que t'aies reçu. En fait, il me fait écouter votre cassette. J'étais avec Matthew Herbert, je sais même pas s'il avait déjà sorti un disque. Et en fait, on s'est regardé et on s'est dit mais c'est mortel en fait. Et vas-y, file-nous la cassette. Voilà, c'est comme ça qu'il nous a appelés. Du coup, on y est allé pour signer, pour discuter. Et puis, on a sorti un maxi avec dessus, premier remix jamais effectué par les Daft Punk. Je faisais tous ces projets en même temps. C'était juste chacun avec des personnes différentes. J'ai eu des années 90 quand même très très chargées, puisque je me retrouvais à un moment où j'avais 3 projets, dont 2 signés sur des majors. Donc mon premier projet électronique, c'était Discotique avec Patrick Vidal. En parallèle, je faisais un projet solo, donc Nature. Avec Pascal, je forme Impulsion, notre premier disque qui doit dater de 92. Et puis après, je rencontre Georges via Eden, le fanzine. Et là, on fait Micronauts. Et notre premier disque, ça doit être 95. Et puis après, c'est surtout Nature, Impulsion et Micronauts qui se sont développés. Et puis à la fin des années 90, où j'avais signé Impulsion sur Sony, Micronauts sur Virgin. Et voilà, là, c'était juste too much. Enfin, j'ai fini par un burn-out, hein. Soyons clairs. T'as combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves ? Je suis l'actualité musicale, c'est mon carburant. Je dois avoir 2000 vinyles et 2000 CD, mais depuis le début des années 2000, j'ai un peu arrêté d'acheter du physique et j'achète des fichiers en lossless. Je procède différemment de la plupart des gens. Pour moi, la vie est trop courte pour qu'on écoute de la mauvaise musique, donc je sélectionne à mort. Ça m'intéresse finalement pas tant que ça, les albums, parce que j'ai constaté que souvent il y a plein de fillers et qu'il y a très peu de vraiment bons morceaux. Donc en fait, j'achète des morceaux, sachant que de toute façon, la culture électronique, c'est ça, c'est quand même principalement les maxis, donc les morceaux en réalité. Depuis le début des années 2000, je suis passé à Traktor. Donc très tôt, je crois en 2002, les disques durs coûtaient cher, donc fallait d'autant plus être sélectif. Et vraiment, j'ai commencé à être sélectif et à n'acheter et à ne conserver que les morceaux qui me plaisent vraiment. Donc à part donc, ces 4000 disques, j'ai tout dans mon ordi en fait. Et je continue encore à mixer avec Traktor parce que justement, contrairement aux clés USB, ça me permet d'avoir accès à toute ma discothèque. Toute ma discothèque est avec moi dans mon ordi, tout le temps en permanence. Enfin, ma discothèque post-2002, quoi. Dans les 4000, en fait, je passe ma vie à ripper les CD et à numériser les vinyles. Et je tiens à préciser, en lossless, les gens, ça fait une énorme différence. C'est quoi lossless ? Pas de MP3, mais des WAV ou des AIF. Oui, parce que MP3, c'est compressé déjà. MP3, oui, c'est compressé avec perte. C'est-à-dire qu'on a compressé les données, c'est de la compression informatique où il y a des informations qui ont été détruites pour que le fichier pèse moins. Vinyle ou numérique, c'est quoi la différence ? Mon modus operandi, si je peux dire, c'est quand même de m'intéresser vraiment à la musique du moment. Du moment large, c'est grosso modo des 6 mois ou des 12 mois qui ont précédé. Je me concentre là-dessus parce que vraiment, j'ai un besoin vital d'écouter de la nouveauté, d'être surpris, d'apprendre en permanence. Donc j'écoute assez peu la musique de mon passé, c'est-à-dire la musique que j'ai découverte au fur et à mesure,
Je la réécoute assez peu finalement parce que en fait je la connais, elle est dans ma tête, je la connais par cœur, je l'ai écoutée sur le moment. Donc la seule musique ancienne que j'essaie de découvrir, c'est celle que j'ai pas écoutée qui est avant ma naissance, ou alors parce que j'étais trop jeune, ou parce que juste, je sais pas, je suis passé à côté. Et donc, c'est classé dans mon ordi par année. Je renomme les fichiers. Je mets notamment le nom du label, parce que ça manque. Donc, le nom du label, je mets le nom de l'artiste exact avec les featuring, avec évidemment le nom du morceau, avec le nom précis de la version, parce que c'est très important, toutes les versions ne se valent pas. Éventuellement, je rentre les infos de compositeurs parfois, quand t'as des gars qui ont des milliers de pseudos différents, donc je mets quelques infos supplémentaires, voilà. Pour contourner les limitations et la rigidité de l'informatique, qui est quand même, en effet, un peu chiant parfois. Ça doit prendre du temps, mais au moment où tu cherches, tu trouves. Ça vaut vraiment le coup. Ça m'a permis donc d'avoir une discothèque bien organisée sur mon disque dur et de la copier et de la transmettre à ma fille. Et grâce à ça, elle a pu naviguer dedans et faire sa propre culture et découvrir à son rythme ce qu'elle avait envie. Et ça a super bien marché. Je suis hyper fier. J'ai pu lui transmettre cette passion. Et maintenant, elle est DJ. Son nom, c'est Loïs Monnier-Mafille. Et son nom de DJ, c'est Mafille, tout court. M-A-F-I-2-L-E. C'est donc le nom de famille de sa mère qu'elle a choisi comme nom de DJ. On s'en souvient. Je trouve que c'est un super chouette de pseudo. Mafille. Et j'imagine que c'est pas la même chose de préparer son sac pour une fête entre amis ou pour un gros club. Bon, au moment où je jouais beaucoup, j'étais quand même dans une scène très techno. Fallait quand même envoyer, c'était peak time. Hein. Les moments où je jouais énormément, c'était toujours du peak time. C'était dans des gros endroits, voire des festivals, où il fallait vraiment balancer du lourd. Et entre amis, il y a des moments où on peut balancer ce genre de truc, mais c'est rare finalement. Et puis, j'aime vraiment tous les styles de musique électronique. Autant la house que la techno, que le garage, que la basse musique. Quand je mixe pour des potes, c'est vraiment... Je les connais, donc je connais leur goût. Voilà. Peak time, c'est quel créneau ? Peak time, c'est à 2h quand le club est plein, l'excitation est à son comble et les niveaux d'énergie. Ouais, ça m'est pas mal arrivé aussi de jouer en dernier, quand on considérait que j'étais plus techno que ce qu'il y avait avant. C'est un autre trip. Mais en fait, chaque heure a son intérêt et j'aime vachement faire les warm-up. D'abord parce que ça me permet de jouer de la musique différente, plus deep. Je pense que c'est vraiment très très important pour mettre les gens dans la bonne ambiance, pour attendrir la viande. Le warm-up, il faut vraiment pas sous-estimer. Donc en fait, chaque moment est chouette et intéressant et différent et implique de jouer des choses différentes. Et c'est quoi ton plus gros club ? Les clubs, c'est toujours des foules limitées, oui, non. Le plus gros festival où j'ai joué, je pense, c'était en Malaisie, où donc il y avait 15 000 personnes. Et c'était dans les années 2000, au milieu des années 2000, donc le public découvrait un peu. Et j'ai joué tous les classiques. Ouais, ils ont pété un câble. C'était super. En plus, c'était un festival où il y avait plutôt des artistes trans. Et donc moi j'ai joué plutôt techno, breakbeat, tout ça. Ça je crois que c'est la plus grosse scène que j'ai faite. It's a Detroit thing, it's a New York thing, it's a London thing, it's a Berlin thing. C'est quoi ton meilleur souvenir de set ? Je me souviens d'un set à la fin des années 2000 ou début 2010. C'était dans une ville de province, peut-être Nantes, mais je suis pas sûr, où j'ai joué un set techno. Et ouais, je garde un souvenir où j'étais sur un petit nuage après, j'arrivais même plus à communiquer. C'était à l'époque de la French Touch 2.0, donc c'était des gamins, ils voulaient toujours des morceaux très qui
qui envoie du bois directement et qui soit court, tu vois, il voulait que ça s'enchaîne, Et en fait, c'est pas du tout le set que j'avais fait, d'ailleurs, c'était pas forcément mon truc. J'avais joué un set avec de la techno vraiment du moment, hein. Il y avait de la bonne techno. Musicalement, ça s'était bien passé, du coup, le public avait vraiment bien aimé, parce que je crois que c'était bien musicalement, je pense. Je suis pas un showman, hein. Je suis très très mal à l'aise sur scène. Vraiment, c'est une douleur. L'endroit où j'aime être, c'est en studio. Et est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ? Faut que je sache à peu près où je vais mettre les pieds, parce que je joue dans des endroits quand même très différents, avec des publics très différents. Et une fois que je sais, je vais essayer de trouver en fait les morceaux du moment, de mon moment à moi. Je vais essayer de trouver les meilleurs. Si j'en trouve pas assez, je vais aller un peu plus loin dans le temps, je vais remonter un peu plus loin dans le temps. Éventuellement, j'essaie de penser à un ou deux classiques, parce qu'il y a un aspect éducation quand même dans le DJing. On transmet la musique. Et à partir de là, j'essaie de prévoir en fait une suite avec à chaque fois des points d'entrée et de sortie qui me permettent de bifurquer sur d'autres styles si jamais ça prend pas. J'essaie quand même d'arriver en sachant quel premier morceau je vais mettre, et en général je change d'avis au dernier moment. Faut oser, ça se passe toujours bien. D'ailleurs, j'ai quand même compris au bout d'un moment qu'il n'y a aucun problème, on peut casser. C'est pas grave, c'est une nouvelle histoire qui commence, et repartir. Faut juste pas faire n'importe quoi, évidemment, mais c'est possible. Il faut avoir confiance dans la musique, en fait. Comme je suis très sélectif, comme je disais, il n'y a pas de morceaux faibles dans mes sets. Bon, c'est très prétentieux de dire ça, je suis désolé. Mais c'est pas moi qui ai fait ces morceaux, donc je peux te dire, ce sont des morceaux incroyables. J'aime bien arriver dans la salle un peu avant, quand même, mon set, donc en général 1 heure avant, histoire de justement rentrer dans l'ambiance. Donc voilà, ça influe forcément le choix du premier morceau. Alors moi, l'avantage d'avoir ma discothèque avec moi, c'est que vraiment, j'angoisse jamais, hein. Je sais que je trouverai des morceaux, quoi. Et est-ce que tu as toujours un disque Rescue dans ton sac, un disque qui peut te sauver en cas de trou d'air dans la soirée ? Non, parce que je ne suis pas assez professionnel comme DJ, mais dans les sélections que je fais, il y a quand même souvent des morceaux qui sont tellement énormes, même si ils sont inconnus parce qu'ils sont nouveaux. Je me dis non mais c'est pas possible, les gens vont péter un câble si je mets ça. Après, il faut le mettre au bon moment. Donc en fait, c'est pas forcément un morceau Rescue. Non, j'en ai pas. Non, la réponse est non. Les périodes où je jouais très souvent, genre toutes les semaines, vraiment, c'est pas la peine de préparer. Tu vois, t'es tout le temps en train de répéter finalement. Juste tu retires des morceaux et t'en remets. Voilà. Mais les périodes où je joue moins, et il y a des périodes vraiment où je joue beaucoup moins, ne serait-ce que parce que je suis en studio et que voilà, vraiment j'ai pas la bande passante pour faire les deux. C'était bien d'avoir préparé un truc et de broder là-dessus. En fait, c'est un peu comme une trame, et puis après, c'est en fonction de l'ambiance, de la réaction des gens, du degré d'alcoolémie, enfin voilà. Il y a toujours un ou une relou dans une fête. Quel est le pire morceau ou le pire style qu'on t'a demandé pendant ton set ? Alors, il se trouve que j'ai aussi joué pas mal dans des bars, et c'est plutôt dans ce genre d'endroit. Ça dépend de mon humeur. Je peux les envoyer chier, ou alors je peux être gentil. Je suis un peu instable. Je me souviens une fois où c'était marrant. C'était un festival pour une école d'agronomie, je crois. Et juste avant, c'était un groupe punk. Avec guitare, basse, batterie, tu vois. Bon, ok. Puis après, nous, DJ. Et puis le batteur, il traîne un peu, puis il prend un espèce d'air goguenard, tu vois, genre de haut, là, les DJ. Et il commence à me chercher, tu vois. Et donc, là, je l'ai envoyé chier, mais façon banlieue. Et donc, bon, il est parti vite fait. Et est-ce qu'un même sac pour 2 fêtes, ça peut marcher ?
Les moments où je jouais beaucoup, c'était pas mal dans des clubs. Et oui, ça pouvait marcher. Avec toi, c'est un peu biaisé parce que t'as pas un sac avec 60 vinyles, vu que tu joues sur Traktor. Je suis désolé, mais si je suis avec Traktor, c'est bien que c'est un avantage. Avant 2002, j'avais une caisse de disques dans laquelle il y avait des vinyles et des CD. Parce que très rapidement, très tôt, j'ai voulu jouer des CD parce que j'avais une bonne partie de ma collection en CD, tout simplement parce qu'un CD, c'était quand même beaucoup moins cher que 12 ou 20 vinyles, tu vois. Surtout les CD de compilation, c'était vachement bien. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ton sac à disques ? Alors le moment où j'ai perdu quelque chose, et ça m'a bien fait chier, ça devait être en 2000, on faisait une série d'interviews dans un hôtel avec Georges, et moi je voyageais avec mon porte-CD. Quand j'étais en déplacement, j'écoutais les nouveautés, tu vois, les CD que j'avais achetés, et les CD, ça peut être dur à trouver, les imports et tout ça, et j'avais plein de CD incroyables. L'interview a eu lieu, j'avais posé mon classeur à CD et à la fin de la série d'interviews, il avait disparu. Il n'a jamais été retrouvé. Du coup, j'ai encore les boîtiers vides dans ma collection de CD, tu vois, en me disant, bon voilà, donc je sais que ça, il faut que je le retrouve, mais bon, maintenant, c'est bon. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set ? Ah, là, c'est le déchirement. C'est-à-dire, oui, évidemment, t'as toujours un ou deux morceaux que tu dis, bon, ça, je le mets à la fin. Et puis à chaque fois, t'as pas le temps. Le dernier morceau, bon là encore une fois, ça dépend du moment. Parfois, quand c'est dans des raves ou des festivals, il faut envoyer un truc qui fait exploser tout, tu vois. Et ça, à la limite, j'ai un morceau de moi qui fait ça. C'est un morceau techno qui s'appelle High Rise, que j'ai sorti en 2004 sur mon propre label, Micronautics. Sinon, je préfère plutôt jouer des morceaux qui calment. Et éventuellement des morceaux dans un autre style que ce que j'ai joué, avec quand même un rapport, et qui sont plus mélodiques, soit plus deep ou plus harmoniques, je sais pas comment dire, plus composés, un peu uplifting, voire extatique. Un lever de soleil. Par exemple, oui, peut-être solaire est le mot. Bah oui, mais Rise, il est techno, lui. Et il tabasse. Merci Christophe. Mais merci Émeraude. C'était un plaisir. De même.